Bonsoir à tous. Et ceux qui, dans la salle, se préoccupent de ce qui va arriver aux réserves de la Banque nationale, aux réserves suisses de la Banque nationale suisse qui sont investies en dollars, je peux vous rassurer parce qu'avec Pierre et d'ailleurs Marc, nous étions dans le bureau de l'ambassadeur Knapp du secrétariat d'État. J'ai posé la question. Et il m'a dit, ne vous inquiétez pas, nous avons négocié pour que la Banque nationale ne paye pas la taxe imposée par FATCA. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté de la balance. Quelqu'un d'autre qui la payera. Voilà, donc nous avons eu des orateurs brillants qui ont parlé de beaucoup de choses très intéressantes avec beaucoup de bon sens. Moi, j'ai noté peut-être 3 ou 4 thèmes sur lesquels il faudrait, peut-être la salle voudrait se prononcer, un peu le défi lancé par Flavien de Muralt, pourquoi la Suisse ne ferait pas appel à l'OMC, et pour essayer de diminuer la position dominante des États-Unis. Donc ça, c'est un thème qui peut-être mérite d'être débattu. La politique de la terre brûlée, du professeur Nerin, qui m'a semblé fort intéressante. Et ensuite, Yves nous a dit, capitulation, ça veut dire renoncer à être. Donc peut-être que le peuple suisse devrait se prononcer et savoir s'il veut exister ou non. Un référendum là-dessus. Voilà. Innover, que les banquiers innovent. Alors, est-ce que quelqu'un dans la salle a des idées de comment on peut innover? Et puis bien sûr, FATCA qui n'est qu'un système, je dirais, c'est vrai, même les Américains, le gouvernement américain a besoin d'argent, mais peut-être que FATCA est un système pour créer un paper trail de tous ceux qui habitent la planète. Voilà, la parole est à la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, François? Non, déjà, la parole à la salle. Je voulais peut-être faire une petite parenthèse. Il ne faut pas oublier quelque chose qui se fait déjà underground et dont la Suisse, si je ne me trompe pas, a déjà validé. C'est Emros et Egmont Group et l'échange de diverses informations qui sont déjà transmises et dont la FINMA oblige les banques indirectement ou directement de transmettre toutes ces informations. Donc le secret bancaire, quelque part, il y a la forme, mais il y a le fond. Dans le fond, il suffit d'un petit soupçon aujourd'hui, qui est le standard OCDE, pour tout de suite donner l'information, et la banque peut s'en tirer sous la couverture que moi j'ai adhéré au standard OCDE Emros Egmont. Donc, il faut comprendre que déjà on est une étape à l'avant, et pour retirer tout ça, il faut vraiment tout consolider des différentes portes ou fenêtres qui ont été déjà ouvertes afin de pouvoir prendre la totalité de tout ça et le retirer. Est-ce que les orateurs voudraient s'exprimer là-dessus? Peut-être juste pour reprendre la balle au bon, est-ce que finalement ce débat auquel nous assistons aujourd'hui avec FATCA n'est plus un débat du secret bancaire? Je pense qu'on est au-delà de cela, puisque en fait, ce qu'on nous demande avec cette loi urgente, ce n'est pas de renoncer à la protection de citoyens. C'est vrai qu'on se pose la question des citoyens américains, mais ce n'est pas évidemment le centre de la préoccupation. Ce qui nous préoccupe, c'est les sanctions qui risquent de frapper les banques suisses, en particulier certaines banques cantonales, et c'est pour ça que le Conseil des États, apparemment, avec un bon lobby cantonal, semble avoir penché du côté favorable à cette loi d'urgence. Est-ce que finalement, on ne devrait pas se poser la question simple, puisque l'on veut protéger les banques, uniquement les banques, puisque c'est de cela dont il s'agit, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement se dire, mais ces banques qui risquent quelque chose sont des banques qui ont commis des infractions à la loi américaine. Donc qu'elles aillent tout simplement se défendre devant les lois américaines, puisque ce qu'on nous demande ici, c'est de faire un trou dans notre ordre juridique, et c'est beaucoup plus grave que simplement une renonciation au secret bancaire, c'est faire un trou dans notre muraille pendant un certain temps, afin que l'ennemi puisse s'y engouffrer.
Et je pense que c'est cette renonciation à notre ordre juridique qui est beaucoup plus importante, à mon avis, qui a dépassé la simple question de la perte de ce secret bancaire, comme on vient de le dire, qui de toute façon est bien moribond aujourd'hui. Quelqu'un veut réagir? Il y a quand même une autre question par rapport à ça. Imaginons une société qui travaille avec l'amiante et qui est condamnée pour toutes les conséquences liées à l'amiante. Et l'État vient à son secours parce qu'elle n'a pas de moyens, la finance. Puis 4 ans après, il nous dit ouais, pendant 4 ans, on a fait des bonnes affaires, on a vendu beaucoup d'amiante. L'État revient et dit on remet de l'argent. En 2008, la Confédération a mis entre la BNS et la Confédération 66 milliards, quelque chose comme ça, pour l'UBS. Et aucune de ces banques n'a jugé utile de séparer ses activités aux États-Unis et ses activités en Suisse. Sachant qu'aux États-Unis, il y avait certains produits un peu foireux, semble-t-il, je ne suis pas banquier, qui avaient un risque systémique. Et on est là, 5 ans après, et on se rend compte que le risque est toujours le même. Si l'activité américaine d'une banque suisse se casse la figure, le résultat, c'est une faillite généralisée en Suisse. Et je ne comprends pas comment le Conseil fédéral et la FINMA qui surveillent ces banques, plutôt que chercher querelle sur des petites questions administratives, n'agissent pas. Oui, volontiers. Non, mais c'est pire que ce que tu dis. Le Parlement a été saisi d'un merveilleux projet législatif qu'on a appelé Too Big to Fail. Ça faisait vachement intelligent de dire Too Big to Fail. Bon. Le problème était bien posé, it's too big. C'est ça le problème, it's too big. Donc quand tu dis il fallait saucissonner, évidemment, c'est logique, et c'était une de nos propositions d'ailleurs, vous obligez les banques en droit suisse à avoir des filiales par pays et être réunies dans une holding. Si une filiale meurt, la holding saute, bon, on vend les autres filiales qui continuent leur activité, comme Weglin, partie suisse en main d'un tiers, Raiffeisen, zéro risque systémique. Le Parlement a travaillé pendant 1 année et demie sur Too Big to Fail pour accoucher de mesures qui renforcent la quantité de fonds propres. C'est toujours aussi big. Oui, mais c'est pas juste le gouvernement est arrivé avec son projet, le Parlement en a traité, mais pendant des semaines. Tout le monde en a débattu, la presse économique, tout le monde en a parlé. Et le lobby bancaire a été suffisamment fort pour dire à une majorité de parlementaires que les gars, ça nous ennuie un peu parce que si on doit passer un produit financier d'une filiale à l'autre, vous comprenez juridiquement quand même pas. Alors cassez-nous pas les burnes, laissez-nous comme ça. Et le Parlement a suivi, avec un problème correctement posé. Juste pendant que j'y suis, l'histoire de FATCA et de l'espoir, parce que c'est une question d'être à la fin, l'espoir peut aussi venir des États-Unis eux-mêmes, parce qu'en fond c'est un projet de société. Et juste pour vous dire, je pense que tout le monde connaît ça dans ces milieux-là, mais notre collègue en Anterno expliquait, FATCA c'est une loi américaine. Alors comment est-ce qu'une loi américaine, outre que les Américains pensent que leur loi s'applique dans le monde entier, mais ça ils sont les seuls à le penser, mais comment est-ce qu'une loi américaine, d'un point de vue concret, vient à s'appliquer sur le territoire dans un État tiers? C'est parce que l'État tiers l'accepte. Alors justement, il faut forcer l'État tiers avec quelque chose sur la tempe, à forcer lui-même les banques qui sont sur son territoire à filer les infos à l'IRS américaine. Okay? Et le véhicule pour passer de la loi américaine à la loi suisse, c'est un traité. Un traité entre deux États. Alors il y a un rapport de force qui dit vous me signez ce traité, sinon je vous mets sur une liste ouverte. Et là se trouve à la fois la force et la faiblesse du truc. Parce que tous les traités internationaux fonctionnent selon le principe de réciprocité. Sinon, ça n'existe pas. Les Allemands ont signé FATCA, réciprocité. Les Anglais ont signé FATCA, réciprocité. Les Allemands ont signé FATCA, réciprocité. Les Espagnols ont signé FATCA, réciprocité. Il n'y a que la Suisse qui a insisté pour ne pas avoir la réciprocité. Mais résultat, aux États-Unis, les banques ont compris, parce que quand en 2010, FATCA arrive dans le droit américain, les banquiers américains disent, bof, une loi qui flanque des incombences très chères à des banques partout, sauf aux États-Unis, puis c'est un Foreign Act. C'est pas vraiment dangereux pour nous. Puis si ça chasse des clients de chez eux parce qu'ils n'arrivent plus à traiter avec et qu'ils viennent ouvrir chez nous, on peut vivre avec ça. Et donc ils n'ont pas réagi. Lorsqu'ils ont appris, il n'y a pas très longtemps, que des places financières européennes avaient cet accord, et évidemment avec la réciprocité, puis c'est la nature même d'un traité international, et que par conséquent les institutions financières américaines allaient devoir, à cause de la réciprocité, livrer les informations sur les clients allemands au fisc allemand, sur les clients français au fisc français, aux clients espagnols au fisc espagnol,
ils se sont mis à attaquer le Treasury de manière extrêmement brutale en disant « on ne veut pas FATCA s'il y a de la réciprocité ». Et la chose est devenue politique, on a parlé de Ron Paul, est arrivé dans le débat sur le plan civique en disant « et by the way, le gouvernement vient de porter atteinte à la sphère privée des citoyens américains à l'étranger, sphère privée qui est protégée par le cœur de la Constitution américaine, en passant par un traité international, c'est-à-dire sans passer par le Congrès. Il y a un problème. » Et Ron Paul dépose le 7 mai une proposition devant le Sénat, tuer FATCA, renoncer à FATCA. Et il y aura une proposition dans 2 semaines devant le Congrès de la même nature. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les citoyens, qu'ils soient américains ou suisses, ils se révoltent contre un État qui commence à déconner. Alors moi, j'ai déposé une demande de suspendre FATCA en Suisse, juste que les Américains sachent si vraiment ils y tiennent ou pas. Parce qu'il n'y a pas de raison que l'on applique. Et évidemment que si on s'en occupe, ça sera avec réciprocité ou pas, parce que FATCA avec réciprocité, ça sera tué par les Américains eux-mêmes. FATCA sans réciprocité, ça va très bien pour eux. Bon, si je m'appuie juste sur cette question de réciprocité, parce qu'on l'entend souvent et j'ai de la peine à la partager. Je peux comprendre que l'État français veuille connaître tous ses citoyens à l'étranger pour pouvoir les ficher, mieux les taxer, etc. En Suisse, on n'a pas cette chance-là. Et l'histoire de la réciprocité, alors peut-être qu'on y arrivera, les Américains sont capables certainement de vendre des frigidaires à des Esquimaux, mais moi, comme Suisse, j'ai pas envie, j'ai pas besoin d'avoir les informations des Suisses à l'étranger. C'est déjà suffisamment merdant avec ma conscience de livrer celle des Américains. C'est pas la question, il faut exiger la réciprocité pour tuer l'accord. Mais si ça marche avec la France, la Grande-Bretagne, je pense pas que c'est la Suisse dans le débat qui va changer grand-chose. Au moins, n'imposons pas ça à nos citoyens. Les Américains tueront FATCA partout où il y a de la réciprocité et le laisseront vivre là où il n'y en a pas. Il faudrait être idiot pour ne pas exiger la réciprocité, même si on n'en veut pas. Mais le FATCA, c'est l'ensemble du texte, c'est pas uniquement... C'est pas parce qu'on a une donnée qu'on est obligé d'utiliser. Exactement. Mais mieux vaut pas l'avoir, mieux vaut pas la livrer à l'État, c'est justement ça la question. Il y a des sauvegardes, on peut sauvegarder les choses pour pas être embêté par les choses. Les coffres-forts, ça sert à ça. Ils ne sont pas la Confédération. Il y a encore pire qui, moi, vous pouvez sauter par la fenêtre. Un grand problème, si vous voulez, sur plan logique, pas sur plan éthique. Et aux États-Unis, il y a des États, enfin c'est un État fédéral comme la Suisse, et il y a des États qui jouissent d'un certain nombre de privilèges qu'on connaît tous. Donc, et pourquoi est-ce que les États-Unis ne commencent pas par faire un FATCA d'abord domestique? Non, parce que chez eux, on connaît les États qui ont des régimes tout à fait spéciaux et très très privilégiés, très intéressants. Alors, je ne comprends pas comment les politiques suisses ne sont pas informés sur comment sont organisés ces différents États et qu'ils admettent qu'il y a un débat chez eux lorsqu'aux États-Unis il y a de telles discrépances. C'est invraisemblable, c'est scandaleux. Oui, j'aimerais rajouter un point, c'est que non seulement FATCA est contesté aux États-Unis, mais il y a d'ailleurs, grâce notamment à l'association des Américains étrangers, qui est basée à Genève, ils font un travail assez extraordinaire, et en fait, il a tout simplement été proposé au Sénat américain de supprimer la citizen-based taxation pour la remplacer par la residence-based taxation. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on va discuter aux États-Unis. Donc, ce qu'ils disent aux Américains, ils disent ne renoncez pas à votre nationalité pour le moment, parce qu'on se donne 18 mois, et donc peut-être qu'on va réussir à sauver ça. Donc, raison de plus, c'est en fait de dire peut-être que finalement, c'était pas si urgent que ça, et qu'on attend effectivement que les Américains se décident. Et puis il y a aussi une autre chose que je voulais profiter pour préciser, c'est que je pense que la Suisse, en tout cas de la façon dont on a eu de négocier ces accords, on a fait un problème. Parce qu'on a voulu résoudre ça au niveau du Conseil fédéral et des banques. Alors que finalement, on savait depuis le départ que le problème était un problème bancaire. Et oui, évidemment, la source avait été bancaire, mais le problème était beaucoup plus large. Et en fait, ce qu'il faut savoir avec l'IRS, c'est que le fait que vous ayez raison ne vous suffit pas pour gagner. Parce qu'il y a présomption de culpabilité dans le droit américain pénal. Je pense qu'il y a des juristes qui ne corrigent pas, mais la présomption de culpabilité.
Donc, en fait, si vous voulez réussir, surtout dans une négociation avec une grande puissance, vous n'y arrivez pas tout seul. Donc, si vous avez le Parlement qui vous soutient, que le peuple qui vous soutient, ça va quand même nettement mieux. Donc, je pense que c'est un petit peu ça le problème qu'on a actuellement, c'est que le Conseil fédéral a voulu gérer tout seul, et maintenant que c'est passé au Parlement, évidemment, il y a des réactions. Peut-être que s'il avait proposé un dialogue plutôt avec le Parlement et le peuple, ça aurait été peut-être mieux. Et donc, en fait, ce qu'on a perdu, c'était un peu le consensus social qui faisait la force de la Suisse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, théoriquement, il ne faudrait pas que le peuple tire sur le Parlement qui tire sur le Conseil fédéral. Il faudrait qu'on travaille tous dans la même direction. Idéalement. Évidemment, ce n'est pas toujours possible, mais il faudrait. C'est-à-dire qu'on a un consensus social. Parce qu'actuellement, c'est ce qui a été cassé. Les employés ne sont pas contents, parce qu'on va les dénoncer. Il ne faut pas croire que tout le monde est content dans le monde bancaire avec cette loi. Je dirais que plutôt la majorité, à 95% des employés de banque sont contre. D'accord. Donc ça, c'est pas très difficile. Donc voilà. Et je pense que ce qui est un peu rompu, c'était le consensus social suisse. Et ça, je pense que si on arrivait à rétablir ce consensus social, on serait en meilleure position que nous. Est-ce que les orateurs veulent ajouter quelque chose ou pas, François? Rapidement peut-être. Mais moi, je n'aimerais pas qu'on cherche un bouc émissaire. Le véritable problème, c'est notre faiblesse face à quelqu'un qui est fort. Et le Conseil fédéral a été choisi par le peuple dans nos institutions pour être faible. Faible en ce sens qu'il n'y a pas de président, il n'y a pas de Premier ministre, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de programme et il n'y a pas de majorité. Donc, effectivement, on ne risque pas une prise de pouvoir par le gouvernement. Et ça va très bien pour gérer la routine. Mais quand on est dans une situation de crise, c'est-à-dire de guerre, je crois que c'est comme ça qu'il faut appeler les choses, face à une guerre militaire, on nomme un général, c'est ce qui était prévu dans le droit romain aussi, on met un dictateur à la place des consuls. Ici, on n'a pas cette ressource. Et effectivement, ce gouvernement est faible dans une situation où il faudrait qu'il soit fort. C'est tout. Nommons un général en cas de guerre économique et puis créer un nouveau concept juridique. Il existe différentes sortes de guerres. Il est peu probable que des guerres traditionnelles avec des batteries de chars les unes face aux autres se passent dans les prochaines décennies. Alors ça, on verra bien. Peut-être, ça je ne sais pas. On peut peut-être faire une remarque financière ou boursière. Je veux dire, nous sommes au terme de 30 ans de hausse boursière et financière. La vraie question peut-être qu'il faut poser, c'est que la Suisse est quand même la grande place offshore du monde. Il n'y en a pas d'autres. De grandes places crédibles sur le long terme, il n'y en a pas. Londres, les pays ont beaucoup touché. Ils sont à la mer sur on peut rentrer dans les. C'est pas une puissance indépendante. Donc pour la faire courte, je veux dire, je crois que la Suisse est aussi l'objet d'énormes pressions parce que simplement on est au sommet du marché. Donc c'est comme ça, c'est ce lien-là que les gens ne doivent pas faire. Et la disparition de la Suisse, ou l'affaiblissement de la Suisse, est d'abord l'annonce peut-être d'un vrai retournement des marchés financiers. Merci François. Il y avait une question de fond d'abord qui a parlé Philippe. Oui, moi je voulais juste rebondir sur ce que M. Nanterbo a dit tout à l'heure. Moi je crois que dans toute négociation commerciale, et c'est pour reprendre ce qui a été dit également par Maître Milleguer, lorsque vous négociez et vous, pour avoir une réciprocité, vous la demandez, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. En négociation, vous prenez également, vous demandez, et ensuite vous décidez ce que vous faites avec. Et ce qu'ont fait d'autres pays, comme ça a été cité, l'Allemagne, etc., la France. Et dans notre cas, on aurait dit, maintenant on le sait, maintenant, nous, citoyens, que ça aurait dû être fait, on aurait dû le faire, on ne l'aurait pas utilisé, mais maintenant on aurait été dans une meilleure situation vis-à-vis des États-Unis, ce qui a été dit. Si je pose le principe, il faut demander toujours. Juste brièvement, la réciprocité, je maintiens, je m'y oppose, mais par contre, on doit demander des contre-prestations. Et tous les accords qui nous sont arrivés aboutissent après l'accord à une situation plus dommageable pour la Suisse qu'avant l'accord sur tous les plans. Et nous demandons, alors que nous demandions quelque chose qui nous intéresse, je veux bien, mais qu'on dise, on prend quelque chose qui ne nous intéresse pas, c'est un marché de tube, parce que en face, ils seront bien. C'est rédigé par quelqu'un d'autre. Alors nous ne signons pas. Alors nous laissons. Le Parlement doit rejeter. Ah bah oui, bien sûr. Madame Gélosan, présidente de l'Institut libéral, a une question posée. Non, juste pour adresser cette question posée par M. Général,
concernant l'OMC, utiliser l'OMC. Je suis désolée, la Suisse a beaucoup investi dans le multilatéralisme, pensant que le système mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, basé sur le droit international, était fiable. Mais ce système n'existe plus. Il s'est effondré. Et le droit international est là pour protéger les petits pays, n'est-ce pas, contre les grands. Eh bien, il faut que la Suisse sache que ça n'existe plus. Nous sommes dans la jungle. Donc on ne peut pas, même si l'OMC était habilité, ce que je ne pense pas, mais même si elle l'était, ça ne fonctionnerait pas vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Donc, oui, non, mais c'est comme ça. Ça a toujours été. Le monde, cette courte période de 1945 à 89 à peu près, était une exception. La Suisse a toujours pu exister avant, seule, et elle va devoir le faire maintenant à nouveau, et elle doit être plus fine, plus intelligente, plus combative, et elle doit le faire, parce que le peuple ne veut pas rentrer dans une de ces grandes institutions régionales. Je ne la nomme pas, alors il faut vivre avec son indépendance. Et je pense que nous sommes ici en train de discuter comment le faire. Parce que le monde du droit international public respecté par les grandes puissances a disparu. Oui. On est effectivement en présence d'une guerre économique et c'est clair. Par contre, de se focaliser sur le fait que c'est une guerre économique, est-ce que c'est pas un risque de garder le débat d'une façon trop réductrice, alors que la solution pourrait être d'amener le débat sous l'angle d'un problème de société, parce que c'est pas juste un problème de secret bancaire ou d'échange de données, d'informations bancaires qu'on peut essayer de combattre avec des arguments juridiques en allant peut-être devant l'OMC, combattre avec un conseil fédéral qui en l'occurrence ne fait pas bien son boulot. C'est en fait un vrai problème de société, c'est-à-dire si on pose la question à n'importe quel citoyen, en Suisse ou à l'étranger, en lui demandant est-ce que vous seriez d'accord qu'une loi autorise que des drones de la taille et d'une forme d'une mouche puissent venir sur votre balcon, observer ce que vous faites dans votre bureau, observer ce que vous faites chez vous, dans votre chambre à coucher, dans votre cuisine, et diffuser des images et des enregistrements partout sur la toile ou à qui vous voudrez. Est-ce qu'on trouverait des gens qui seraient d'accord pour voter une telle loi? Autant cette technologie existe, ou si elle n'existe pas, elle existera d'ici 2, 3, 4, 5 ans, hein, c'est imminent. De la même façon, si on demandait à des citoyens de voter une loi pour savoir si on devrait implanter des puces sous la peau contenant toutes vos données, qu'elles soient personnelles, financières, de santé, etc. Parce qu'il faut faire attention de ne pas laisser rentrer n'importe qui, par exemple, dans un supermarché, ça peut être un terroriste, donc il faut s'assurer que cette personne est en bonne santé, n'a pas des intentions qui seraient belliqueuses, a un compte en banque suffisamment fourni, parce que sinon ça ne sert à rien de laisser rentrer dans un centre commercial, encore moins dans un avion ou n'importe où. Et est-ce que vous pensez qu'il y aurait des citoyens qui seraient d'accord de voter cette loi? Eh bien, ça c'est l'étape d'après. Si vous aviez demandé il y a 10 ans au Conseil fédéral s'il aurait été d'accord de livrer comme ça toutes les données de citoyens suisses aux États-Unis, est-ce que le Conseil fédéral a dit oui? Certainement pas, il n'a pas dit oui. Aujourd'hui il le dit, aujourd'hui il est d'accord. Mais dans 10 ans, si on ne fait rien, si on ne passe pas ce débat au sein de la société, parce que c'est un problème vraiment de société, il y a bien au-delà du problème du secret bancaire. Enfin, dans 10 ans, on votera une loi qui autorisera les puces, cette technologie existe, elle existe aujourd'hui, on la votera. Hein, parce qu'on se sera laissé brainwasher et puis habitué à l'idée que finalement c'est une évolution normale des choses. Donc si on ramène le débat au niveau de la société, et quand on a un gouvernement qui ne fait pas son boulot, comme aujourd'hui, et qu'on a aujourd'hui un instrument merveilleux en Suisse qui existe depuis la nuit des temps, qui est depuis suffisamment longtemps, qui est l'initiative. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à créer des initiatives pour défendre ces idées, et pas juste de se focaliser sur un problème de secret bancaire, que les gens pensent être un débat de spécialistes. Monsieur Perrin avait encore une question, puis on laissera répondre les orateurs. Juste une petite remarque.
Après monsieur Antoine. D'abord monsieur Perrin qui a demandé à ensuite après. Ce matin, sur le site Yahoo, il avait une question si Snowden était un traître ou s'il montrait, c'était bien qu'il montrait l'infraction sur les droits même des Américains. Et on peut voter là-dessus, et c'était 2 tiers ont considéré que c'était une infraction même aux droits des Américains. Intéressant. Monsieur Perrin, vous, et puis ensuite les réponses des orateurs et la conclusion. Alors, si vous me le permettez, je vais scinder en deux mes quelques propos, parce que d'une part, je suis là pour représenter le Conseil de l'Ordre des avocats de Genève, et donc c'est en cette qualité d'abord que je vais m'exprimer sur des sujets qui concernent les avocats, parce qu'ils ont été abordés, et ça concerne directement l'ex Americana. Et c'est la raison pour laquelle je suis présent, c'est parce qu'il y a un ou deux sujets qui touchent aussi les avocats. Un aspect, c'est le côté qui touche les intermédiaires financiers, comme les employés et comme plein d'autres gens qui vont être jetés en pâture par l'envoi des informations. Et il y a des avocats qui sont intermédiaires financiers, il y a des avocats qui seront touchés de la même manière que les autres. Et ça, c'est un sujet d'inquiétude pour l'ordre qui justifie en partie sa présence ici. Et puis, il y a un deuxième sujet d'inquiétude qui est peut-être plus marqué, qui est au fond celui d'une forme de rétroactivité. C'est-à-dire qu'on change les choses, mais on les change avec un effet sur le passé. Et la Suisse a vécu avec un système dans lequel il y avait une sécurité juridique, une sécurité du droit qui était un élément essentiel et qui a fait la force de la Suisse en tout cas ces 50 dernières années. C'est un système dans lequel on savait que les choses étaient ancrées, qu'on allait voter des lois, qu'elles pouvaient changer éventuellement, d'abord qu'elles ne changeaient en général pas trop vite, et puis que quand elles changeaient dans un sens qui était un sens qui concernait l'avenir, mais qui ne concernait pas le passé. Et là, on a toute une série de projets de loi, et celui-là en est un, dans lequel, en fait, on essaie de régler les situations du passé par des lois, et au fond, on touche les droits des individus. On a des gens qui nous ont fait confiance, qui sont venus en Suisse pour les clients, qui pour les employés de banque ont travaillé en Suisse sur la base d'un contrat de confiance qui était là et qui était des lois existantes. Et puis du jour au lendemain, non seulement on veut changer ces lois pour l'avenir, mais on essaye d'y revenir sur le passé. Et de ce point de vue-là aussi, la Lex Americana est un problème comme d'autres projets de loi qui sont actuellement examinés. Et là, si vous me permettez, je pose ma casquette de membre du Conseil de l'Ordre, parce que ce que je vais vous dire après est une opinion personnelle qui ne reflète pas forcément les discussions qu'on aurait pu avoir au Conseil de l'Ordre. C'est pour vous dire qu'il me semble que tous ces sujets, et c'est difficile de les aborder ensemble, c'est une bonne chose, parce qu'on voit qu'en fait c'est l'accumulation de ces projets qui va aboutir à une catastrophe si on laisse les choses se faire les unes après les autres, et je pense que c'est volontaire qu'on morcelle les sujets et qu'on les fait passer les uns après les autres plutôt que comme un projet global. Mais au fond, on a un morcellement de sujets qui n'ont pas toutes la même vocation et qui ne reflètent pas toutes le même point de vue. Et au fond, ce qui les rejoint, ce qui nous permet de discuter de tous ces sujets en même temps, c'est la question de la transparence. Il y a une espèce d'ode à la transparence actuelle, une vertu générale de la transparence qui veut aujourd'hui qu'il faut être transparent, il faut absolument aller dans le sens de donner toutes les informations aux États, à tout le monde, et puis que c'est très bien et que le monde d'être transparent est beaucoup mieux qu'il ne l'était avant d'être transparent. La réalité, il ne faut pas l'oublier, c'est que historiquement, si ces secrets ont été instaurés, que ce soit le secret bancaire, mais de manière plus générale, la protection de la sphère privée des individus, c'est parce que c'était le meilleur rempart contre la dictature. Et ça, je crois qu'on oublie un petit peu. Aujourd'hui, on est face à des actions qui, c'est vrai, proviennent pour beaucoup d'États démocratiques, où on ne peut pas dire que les dictatures sont en place, mais il ne faut pas oublier que ça a des effets aussi sur les États dictatoriaux. Qu'aujourd'hui, on est en train de parler d'échanges automatiques d'informations au niveau mondial, donc avec des États qui sont des États qui ne respectent absolument en aucun cas les droits de l'homme, qu'on a passé, et ça la Suisse est en pointe, on a passé récemment une loi concernant le droit qui a été mentionnée tout à l'heure, où on se permet de donner des informations à des États dictatoriaux sur des gens qui sont potentiellement des opposants politiques qui auront des comptes bancaires en Suisse, et puis on les livre là-bas, puis on attend de voir ce qui va se passer. J'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, il faudra le vérifier, mais j'ai entendu... un peu bref, parce que j'arrive à ma conclusion, mais tout ça pour vous dire on sait que ce qu'on est en train de mettre en place maintenant, c'est pas seulement un danger pour la place financière suisse, c'est pas seulement une guerre économique, même si ça l'est sans aucun doute, c'est aussi une vraie réflexion effectivement sur ce qu'on veut de notre société et si on veut se permettre de revenir en arrière sur des droits qui ont été acquis de haute lutte par nos ancêtres il y a quelques dizaines ou centaines d'années. Merci.